Imagine un peu, tu te réveilles dans un corps si fragile qu'un simple câlin pourrait te briser. Ta famille te couvre comme un trésor, mais pour le système, ce sont tes prochaines cibles à conquérir. Si tu cherches une ambiance chaleureuse mais étouffante, t'es au bon endroit. C'est comme ça que commence tout déni The Root. Le système indique que l'affection de sa famille est au taquet, alors montrez que vous êtes tout aussi à fond en lâchant un like, en vous abonnant et en me disant en commentaire si vous aussi, votre vie se résume à des siestes forcées. Allez, c'est parti! Anne Jerim rentrait tranquillement du boulot quand un camion l'a envoyé direct à Pâtre en un seul impact. Un choc net et sans bavure, le genre de coup qui t'expédie dans l'autre monde sans même te laisser le temps de dire ouf. Mais au lieu de voir la fameuse lumière blanche au bout du tunnel, il se réveille en sursaut dans un lit qui semble tout droit sorti d'un drama historique. À peine a-t-il ouvert l'œil qu'un gamin en livrée de majordome d'étale en hurlant que le jeune maître est revenu d'entre les morts. Perdu entre l'idée d'être dans un hôpital de luxe ou en plein délire post-traumatique, il voit sa chambre envahie en un clin d'œil. Une mère totalement hystérique déboule, suivie de deux jumeaux blonds qui se mettent à lui brailler dessus comme s'il était sourd. Face à ce boucan d'enfer, le système l'avertit que son stress explose les compteurs. Incapable d'en encaisser davantage, il ferme les yeux et retombe dans les pommes. Il n'aura pas tenu 5 minutes. Il s'avère qu'il est désormais Jerry, un gamin de 5 ans qui vient de passer 1 an dans le coma après être tombé dans un puits. Le voilà coincé dans l'Empire Kane, fils cadet d'un couple de contes sapés comme s'il sortait d'un catalogue de mode du 19e siècle. Une famille on ne peut plus banale, à ceci près qu'il le couvent comme s'il était en cristal de bohème. Le vrai souci, c'est que la constitution de Jerry est en papier mâché. Le gamin veut juste écraser un moustique entre ses mains et le système lui annonce direct qu'il vient de perdre un point de force. Il a moins d'endurance qu'un glaçon en plein Sahara. Dès que son niveau de stress atteint 100, il plante comme un vieux PC sous Windows 95. Joey et Robin, ses jumeaux de frères, n'aident pas vraiment. Ils passent leur temps à se crêper le chignon pour savoir qui lui offrira ses fleurs en premier. Ce qui finit par lui donner une migraine carabinée. Incapable de supporter leurs caprices, Jerry finit une fois de plus par s'étaler de tout son long sur le parquet. Il se réveille en pleine nuit et le système lui octroie un prix de consolation pour son titre de champion du monde de la sieste forcée, comme il s'est déjà évanoui 20 fois. Il a débloqué une compétence permettant d'anesthésier ses sens et de mettre sa propre douleur en sourdine. D'un coup, il se sent tout léger, c'est bien la première fois qu'il n'a pas l'impression que son matelas essaie de le poignarder. Mais le calme est de courte durée. Une fenêtre d'événement spécial surgit devant ses yeux, tandis qu'un bruit de sabots résonne au loin. Surgissant de la brume, un cavalier au look de prince charmant fait son entrée, c'est Hans Root, le frère aîné. Apprenant que Jerry était réveillé, le type a quitté l'académie en trombe, comme si le bâtiment était en feu. Il arrive tout en sueur, avec un sens du mélodrame digne des plus grands acteurs de théâtre. Un se jette sur lui pour lui faire un câlin qui, vu la fragilité de Jerry, s'apparente carrément à une tentative d'homicide. Le système s'affole et enchaîne les alertes, sa jauge de vie chute à cause d'un excès d'affection. Le pauvre gosse lutte pour choper un peu d'air pendant que son grand frère chiale de joie en manquant de lui broyer les côtes. Au milieu de ce étouffement, la fonction permettant de mesurer l'attachement de sa famille s'active. Sans surprise, le compteur d'N est au taquet. Le mec est à 100% d'affection, tout comme les 2 autres piles électriques de jumeaux. Jerry a atterri dans un nid d'obsédés qui ne vont jamais le lâcher d'une semelle. Un décide de rester à son chevet et décrète que le meilleur moyen de distraire un petit de 5 ans est de lui lire un bouquin sur l'histoire millénaire de l'Empire. Logique implacable, rien de tel que 40 tomes de politique ancienne pour redonner le goût de vivre à un gosse qui a frôlé la mort. Mais alors Kane poursuit sa lecture soporifique, le système confirme à Jerry ce qu'il craignait le plus, les seules cibles de conquête de ce monde sont ses propres frères. Après 20 ans de vie normale en Corée, ça lui semble être un délire total. Le gamin a des principes et refuse qu'un simulateur de drague lui grille les neurones. Il pousse un cri soudain et envoie tout balader. Face à cette réaction volcanique, les jumeaux restent bouche bée, sans comprendre ce qui lui prend. Pour détendre l'atmosphère, le frère aîné décide de l'emmener faire un tour en librairie. Après tout, il croule sous l'or. Autant lui acheter des contes qui ne soient pas des manuels d'histoire barbants. Les yeux de Jerry s'illuminent. La seule chose qui compte, c'est qu'il va enfin pouvoir sortir de cette cage dorée qu'est le manoir. Une fois sur place, il découvre que les livres de contes magiques sont une pure dinguerie. Des sirènes et des effets visuels sortent littéralement des pages, bluffant même l'adulte qu'il était. Fidèle à ses habitudes d'acheteur compulsif, commande la moitié de la boutique. Jerry est plus heureux qu'un prisonnier en liberté conditionnelle. Pendant que l'aîné règle la note, il laisse le petit sortir un moment sur la place. Le gamin est fasciné, il observe tout comme s'il était dans un film. Il se sent libre pour la première fois depuis sa réincarnation et tout semble presque trop beau pour être vrai. Mais la paix est de courte durée. Il voit quelqu'un faire tomber un sac et, en bon citoyen qu'il est, il se précipite pour lui rendre. Erreur de débutant, gamin. Alors que le sac pèse 1 tonne et que le propriétaire a disparu, une ombre imposante se dresse devant lui. C'est un type encapuchonné, avec des yeux rouges flippants et un air de ne pas vouloir se faire de pote. Avant même que Jerry puisse dissiper le malentendu, le système lui balance la pire des nouvelles, son niveau d'affinité avec cet individu est déjà dans le négatif. Le mec a la délicatesse de te détester avant même de te connaître.
Félicitations Jerry, tu viens de tomber sur le grand méchant de l'histoire dès ta première sortie. Jerry tente désespérément de rattraper sa cible, mais Hans surgit de nulle part et lui coupe l'herbe sous le pied. Le gamin est au bout de sa vie, non seulement il a perdu la trace de l'homme à la capuche, mais il doit en plus se coltiner les effusions d'affection de son frère. Un est persuadé que Jerry mourrait d'envie de le voir, alors qu'il vient littéralement de bousiller tout son plan. Un an a passé, et Jerry a appris à tirer profit des barres de statue. Il joue les enfants de cœur pour ne pas éveiller les soupçons, et ça marche tellement bien qu'à chaque fois qu'il respire, le niveau d'affection d'un grimpe en flèche. Il a déjà atteint les 100 points et continue de monter après tout. On est dans une simulation de drague familiale et le gamin est d'une mignonnerie absolue. Comme son endurance physique est une catastrophe, Jerry a troqué l'épée contre les sorts. Voir les jumeaux s'entraîner lui donne déjà de la tachycardie, alors il préfère rester fourré dans ses bouquins. Pour son 7e anniversaire, le comte lui a promis un tuteur et le petit compte déjà les heures qui le séparent du grand jour. Alors qu'il essaie de ne pas s'évanouir en traversant le jardin, il tombe sur une scène assez louche. Son père est en pleine discussion avec un étranger qui dégage une aura pesante, des yeux rouges et un sourire qui te fait comprendre direct que tu vas faire des cauchemars. C'est la première fois que Jerry sent sa vie réellement en danger face à quelqu'un qui n'est pas de son propre sang. Devant l'invité, le comte Harold transpire à grosses gouttes. Ce fameux Sir Sears est d'une impolitesse rare. Il coupe la parole au comte et fixe Jerry avec une intensité dérangeante. Il a beau jouer les sympathiques, on voit à des kilomètres que c'est un vrai méchant. Le pire, c'est que le type semble lire en lui comme dans un livre ouvert, sans qu'il ait besoin de dire un mot. En promettant de repasser ce week-end, Sears prend congé, mais avant de partir, il pose sa main sur la tête du petit et lui envoie une décharge de magie qui le remet d'aplomb instantanément. Quel type glauque. Jerry reste là à digérer ce qui vient de se passer pendant que son vieux raccompagne, le mage à la sortie du domaine. Il a l'esprit clair, mais avec un tel profil de psychopathe, le dernier truc qu'il veut, c'est un cadeau de ce Sears. Son père le prend dans ses bras et lui lâche l'info l'inconnu est un mage de la cour. Jerry reste de marbre, mais à l'intérieur, toutes les alarmes sont au rouge. S'il veut survivre dans ce monde fantastique, il doit absolument comprendre comment fonctionne ce pouvoir. Le programme du week-end, c'est direction le palais impérial, car le prince se cherche des camarades de jeu. Jerry s'inscrit direct, son but est d'observer la magie de près, et il est persuadé qu'il va assurer. Le pauvre, il croit qu'il part en promenade, alors qu'il va se faire mener en bateau. Le voyage tourne au calvaire personnel. Jerry a moins de batterie qu'un vieil iPhone, et les secousses du carrosse finissent de l'achever. Entre les nids de poules et ses frères qui hurlent comme des possédés, le petit finit par voir la lumière plus tôt que prévu. Le système l'informe qu'il s'est évanoui par manque d'endurance, la honte totale. En ouvrant les yeux, il tombe sur son pire cauchemar. Le mage cinglé le tient dans ses bras en plein milieu du jardin royal. Sears le porte avec une délicatesse effrayante, comme un boucher qui caresserait un veau juste avant l'abattoir. Avec un sourire de façade, il lui annonce que ses frères sont déjà partis devant, mais Jerry sent l'embrouille. Le gamin essaie de lui soutirer des infos sur la magie, mais Sears ne lui répond que par des énigmes. D'un coup, le type lui plante un doigt sur le front et le système lui inflige une compétence passive, la bouche de vérité. En gros, Jerry sera incapable de sortir le moindre mensonge jusqu'à ses 10 ans. Jerry l'insulte dans 16 langues différentes dans sa tête, parce qu'il sait que là, il est vraiment dans le pétrin. Quand ses frères réapparaissent pour le chercher, le garçon panique. S'il doit impressionner le prince sans pouvoir filtrer ses pensées, il va tout foirer en 3 secondes. Il n'a pas d'autre choix que de rejoindre le groupe de la royauté. Il essaie d'avoir l'air naturel, mais avec cette malédiction de vérité, il a l'impression de marcher sur de la dynamite. Il reste pétrifié en apercevant l'héritier. Le garçon ressemble à un ange entouré de fleurs, mais le charme se rompt dès qu'il l'ouvre. C'est l'archétype de l'aristocrate imbuvable qui te regarde comme une merde au bout de sa chaussure. Le prince s'installe sur son trône et ordonne à tout le monde de s'asseoir par terre pour improviser un concours de talent. Les autres gamins commencent à se vanter d'être des as de l'arc ou de parler des dialectes rares, jusqu'à ce que vienne son tour. L'un des garçons tente de le sauver et lui murmure de mentir, de dire qu'il connaît des langues étrangères pour faire bonne figure. Jerry essaie de suivre le conseil, mais il en oublie sa malédiction. Le prince veut savoir ce que Jerry a bien pu ramener dans ses bagages. Avec son plus beau sourire et le filtre de l'honnêteté poussé au maximum, il lâche que son plus grand talent est de tomber dans les pommes. Les autres enfants ont envie de mourir de honte sur place. Jerry voudrait que la terre s'entr'ouvre pendant qu'il maudit sa propre bouche de l'avoir trahi. Face à la couronne, il vient d'admettre que sa seule utilité est d'être un boulet qui s'écroule tout seul. Mais le prince, au lieu de le faire exécuter, lui adresse un sourire particulièrement troublant. Il répète sa phrase en savourant le ridicule de la situation, comme s'il venait de se trouver un nouveau jouet à casser. Pour couronner le tout, le système le prévient qu'il vient de gagner un point d'affection auprès du mini-tyran. On dirait que le prince ne cherche pas des amis, mais des divertissements faciles à briser. Jerry prend son courage à 2 mains et demande enfin son nom à l'héritier.
Karian lui répond avec un sourire en coin, le genre qui annonce d'emblée qu'il va être une sacrée source d'ennui. Le système l'enregistre aussitôt dans la fenêtre d'affinité au moins. Le garçon saura exactement où il met les pieds s'il veut rester dans ses petits papiers. Même si le roux s'efforce de rester poli, il ne pige pas pourquoi un tel type s'intéresse à lui, le plus médiocre du lot. En gros, le blond l'a pris pour cible dès qu'il a posé les yeux sur lui. Le trajet du retour est un véritable calvaire. Le carrosse tressaute tellement que Jerry perd des points de vie à chaque nid de poule. Faut dire que son endurance physique est une vaste blague. Il descend de voiture avec une nausée carabinée et cherche le mage, mais finit par s'égarer dans le jardin sous un soleil de plomb. Une alerte du système surgit, il ne lui reste que 30 secondes pour trouver de l'ombre avant le coup de chaud fatal. Soudain, il aperçoit des domestiques au loin. Il reste caché pour ne pas perdre une miette de leur commérage. Elle parle de surveiller le 4e prince et de se servir du jeune Root comme d'un otage pour faire pression sur sa famille. C'est là qu'il comprend toute sa famille est bannie du palais, et lui n'est pas un invité, mais une simple monnaie d'échange. Un bruit dans les buissons le fait sursauter, mais ce n'est qu'une chatte blanche aux yeux rouges. Jerry se détend et commence à la caresser en l'appelant Nabi, sauf que le système le prévient direct, ce n'est pas son nom. Trop occupé avec la bestiole, il ne remarque pas qu'on l'observe depuis l'ombre. C'est un garçon aux cheveux blancs comme un nuage avec les mêmes yeux rouges que le félin. Gêné d'avoir confondu l'animal avec une personne, Jerry s'excuse platement, mais le garçon lui soutient que la chatte est sa sœur. Vu qu'il est dans un monde rempli de magie, Jerry gobe le truc sans hésiter, jusqu'à ce que l'autre lui rie au nez. C'était juste un chat ordinaire. Le prince se paye déjà sa tête alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Le système lui signale que son affinité avec l'inconnu grimpe en flèche. Jerry se présente et avoue être totalement paumé, découvrant que son interlocuteur n'est autre qu'Ilya Deferius, le 4e prince de l'Empire. Bien plus posé que son frère aîné, Ilya propose de le raccompagner jusqu'au palais. Le prince a beau être aimable, le corps de Jerry a décidé qu'il en avait assez fait pour aujourd'hui. À peine arrivé, il s'écroule, les batteries à plat. Il se réveille sur un canapé sous le regard de Sir Sears, qui affiche cette mine de « je t'avais bien dit que ça finirait comme ça ». Le mage le charrie en disant qu'il s'est évanoui de peur en le voyant, mais Jerry commence à piger comment contourner sa malédiction d'honnêteté. Il parvient à esquiver les questions sans lâcher un seul mensonge ni dénoncer son complice. Il devient un vrai pro pour dénicher les vides juridiques. C'est le moment que choisit Karian pour entrer, avec cette aura de méchant qui ne le quitte jamais. À l'heure du dîner, la table ressemble à une bijouterie, absolument tout ce qui brille est en argent massif. Le prince lui explique qu'ils utilisent ces couverts pour détecter les poisons, un détail qui donne aussitôt des sueurs froides à Jerry. Et pour couronner la soirée, le blond précise avec un sourire que certains poisons ne font même pas réagir l'argent. C'est l'hôte idéal, il t'invite à manger tout en te rappelant que tu pourrais passer l'arme à gauche avant même le dessert. Jerry reste le bec cloué, sentant que son premier dîner de gala a toutes les chances d'être aussi le dernier. Ce blondinet n'a vraiment aucun filtre. Il lui balance cette histoire de poison à l'argent comme s'il lui demandait l'heure. Il insinue carrément que sa famille l'a peut-être immunisé à petite dose et que même sa soupe du jour est probablement épicée au venin. Quel chic type, on sent qu'il a été élevé dans l'amour et la bienveillance. Jerry reste de marbre une seconde, mais il comprend vite le manège, ils sont en train de le tester pour voir s'il représente une menace. Le petit joue donc la carte de l'innocence et rigole comme s'il ne pigeait rien. Après tout, qui soupçonnerait un gamin de 6 ans Karian le dévisage avec sa tête d'ange, mais il a le regard de quelqu'un qui a déjà pratiqué trop d'autopsies. Il lui dit de ne pas s'en faire, qu'on ne l'entraînera pas à ça. Quel cynique de première classe! Pour couronner le tout, il se moque de lui en disant que son seul talent, c'est de s'évanouir à tout bout de champ. Jerry meurt d'envie de lui balancer sa cuillère à la figure, mais c'est pile à ce moment-là que le système lui annonce une nouvelle catastrophique, l'affinité de ce psychopathe vient de grimper. Regardez-moi cet héritier, on dirait qu'il apprécie l'humour finalement. Vexé, Jerry décide qu'à partir de maintenant, il sera le type le plus ennuyeux de tout l'Empire pour ne plus jamais lui plaire. Quelques jours passent, et Jerry finit encore cloué au lit. Le médecin dit qu'il a un pouls plus lent qu'une file d'attente à la poste, et sa mère est déjà en train d'inonder la chambre à force de pleurer. Il se sent aimé, c'est sûr, mais avec une santé aussi fragile, il sait qu'il ne fera pas long feu s'il ne fait pas gaffe. Dès qu'il reprend un peu de couleur, on le renvoie direct au boulot. Il dit au revoir à sa mère, et c'est là que le dernier de la bande se pointe Sir Sears. Ce type a le sourire d'un vendeur de voitures d'occasion. On ne peut pas lui faire confiance une seule seconde. Jerry essaie de ne pas croiser son regard pour éviter qu'il lise dans ses pensées, mais l'autre est un professionnel du harcèlement. Sears l'attrape au vol et lui sort qu'il réfléchit beaucoup trop pour un enfant de son âge, tout en le soulevant comme s'il s'agissait d'une simple peluche. À l'intérieur, Jerry bouillonne. Il imagine déjà le jour où il maîtrisera la magie, juste pour lui rendre l'appareil. Pendant qu'il marche, un chat blanc déboule de nulle part et manque de lui décrocher le cœur. Mais cette frayeur va s'avérer utile, il tombe nez à nez avec le 4e prince. Ilya est affalé par terre, comme si de rien n'était. Et il reste pétrifié en voyant Jerry. Le petit le salue tranquillement. Après tout ce qu'il a vécu, voir un membre de la royauté faire de la photosynthèse dans l'herbe est le truc le plus normal de sa semaine. Sears lui demande s'il s'est blessé à la jambe, vu qu'il le porte comme un gamin de 3 ans. C'est pour ça qu'Ilya ne comprend pas pourquoi Jerry ne marche pas tout seul, alors que ses jambes fonctionnent très bien.
Avant que ça ne dégénère, le tuteur intervient et renvoie Ilya Fissa chez lui, mais Jerry remarque que le garçon a un pétale coincé dans les cheveux, ce qui fait un peu désordre. Il demande à Siras de le lâcher un instant et s'approche du petit aux cheveux blancs. Ilya se fait déjà des films et commence à l'inviter pour une balade, mais Jerry le stoppe net, il s'est juste approché pour lui enlever cette saleté des cheveux. Il vient de le friendzoner en un clin d'œil. Pour faire passer la pilule, Jerry lui promet qu'ils joueront ensemble la prochaine fois, rien que tous les deux. À cet instant, le système s'emballe. L'affinité d'Ilya grimpe de 3 points d'un coup. C'est le genre de gamin qui reçoit un peu d'attention et qui planifie déjà le mariage. Le moment de grâce s'arrête quand Sears lui demande d'où il sort toute cette assurance pour parler ainsi au 4e prince. C'est là que Jerry redescend sur terre, ce gosse, et celui que Karian doit surveiller de très près. Ils n'ont même pas 10 ans et on les déplace déjà comme des pions dans une guerre de famille. Sears l'emmène assister à l'entraînement d'escrime, même si Jerry sait qu'il est aussi doué avec une épée qu'un grand-père avec une télécommande. Le tuteur lui fait bien comprendre que son avis ne compte pas et le laisse dans un coin, mais il a au moins la décence de lui faire apporter un plateau de sucreries de luxe pour qu'il reste tranquille. Jerry ne se fait pas prier et profite du buffet VIP pendant que les autres s'entretuent avec des bâtons en bois. Il s'ennuie ferme, mais avec le ventre plein, il n'a pas vraiment de quoi se plaindre. Karian brille par sa technique et ressemble au héros de l'histoire, mais Jerry ne gobe pas ce numéro. Il sait que derrière ce visage d'ange se cache un expert en poison capable de gâcher le repas de n'importe qui pour arriver à ses fins. En regardant Ilya, il a presque de la peine de le voir grandir dans ce nid de vipères, pendant que Karian se baigne dans des applaudissements hypocrites avec son sourire en plastique. Mais Jerry n'a pas le temps de s'apitoyer sur le sort des autres, car le système lui balance un seau d'eau glacée sans prévenir. Les alertes indiquant que sa santé chute en flèche s'accumulent devant ses yeux, et le gamin panique totalement en voyant sa vie s'échapper point par point. Le système active une détoxification d'urgence, mais le remède est à peu près aussi subtil qu'un coup de marteau-piqueur devant tout le monde. Jerry se met à vomir du sang. Il est en train de subir la détox la plus violente de son existence. Et Karian ne peut que hurler d'horreur en voyant son nouveau jouet se briser en 1000 morceaux sous ses yeux. Après une frayeur pareille, le petit est enfin au lit pour se reposer un peu. Depuis le pas de la porte, Ilya observe la scène d'un air totalement perplexe pendant que le médecin termine son auscultation. Heureusement, le docteur donne son feu vert, mais il lâche une bombe si le gamin est sain et sauf. C'est parce qu'il a tout recraché, mais ce qu'il avait dans le ventre était un véritable poison. L'oncle est pétrifié. Du poison Karian, le petit blond aux yeux rouges reste lui aussi sans voix. Il s'avère que c'était une substance insidieuse, conçue pour liquider sa cible à petit feu sans éveiller de soupçons pendant des années. Mais un phénomène étrange s'est produit. Le médecin explique que le garçon n'a pas expulsé ça tout seul, une force extérieure, s'apparentant à de la magie, l'a forcé à se purger d'un coup pour lui sauver la vie. Des résidus d'énergie flottent d'ailleurs encore autour de Jerry, et l'oncle n'en croit pas ses yeux. Normalement, la magie est un outil, pas un garde du corps doté d'une volonté propre. Dès que le médecin prend congé, l'homme se sent comme la pire des ordures. Il a baissé sa garde en pensant que la nourriture était sûre, et il réalise maintenant qu'il a failli envoyer le petit au tapis par une erreur de débutant. Ces gardes sont plus là pour la déco que pour protéger qui que ce soit. Laisser un gamin se faire empoisonner sous leur nez, c'est confier le poulailler à un renard. Pour bien saisir le drame, il faut savoir que dans l'Empire Cayenne, les yeux rouges sont le sceau de la lignée royale. Et dans la génération actuelle, Karian et Ilya sont les seuls à avoir hérité de ce trait. Le palais est devenu un véritable nid de guêpes à la naissance du 4e prince avec cette même couleur d'yeux. L'impératrice a fini, 6 pieds sous terre dans un prétendu suicide, même si on sait bien que dans ces milieux, personne ne part de l'autre côté sans une petite poussée dans l'ombre. Ilya a réussi à échapper à plusieurs accidents par miracle, jusqu'à ses 7 ans, mais la guerre entre les clans puissants reste acharnée. Il traite les enfants comme des jetons pour leur magouille, et Jerry n'est qu'un pion de plus dans ce jeu d'adulte. En regardant ses neveux, l'oncle réalise que ce ne sont que des gamins piégés dans un abattoir qu'ils n'ont pas choisi. Karian analyse la situation si les proches de Jerry n'ont pas cherché à l'effacer de la carte. C'est qu'un tiers tire les ficelles en douce. C'est alors que le père de Jerry déboule en trombe, comme s'il avait le diable aux trousses, s'effondrant au chevet du petit qui ne réagit toujours pas. L'ambiance est au plus bas entre la sécurité en carton et un rival qui avance masqué. On sent que les choses tournent sérieusement au vinaigre. Un peu plus tard, Jerry se réveille avec l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur. Il est complètement vidé, mais le système continue d'envoyer des alertes. On dirait que Karian a été très touché par ce qui s'est passé, car son affection grimpe en flèche. Finalement, frôler la mort est une tactique qui paye. En plus, Jerry sent déjà le mana flotter autour de lui et ne lui manque presque rien pour devenir un mage accompli. Ses parents entrent alors dans la chambre en hurlant son nom, sa mère se cramponnant à lui comme un petit koala. Mais le vrai calvaire commence après, avec une surveillance si pesante que la servante ne le lâche pas d'une semelle. Pour elle, même l'air qu'il respire est une menace, et Jerry se sent déjà comme un otage qui s'ennuie ferme dans sa propre chambre. La monotonie est brisée par l'arrivée d'un convoi de carrosses impériaux. Karian a mis les petits plats dans les grands et lui a envoyé des provisions pour des mois rares, biscuits et remèdes en tout genre. Sans le vouloir, le gamin est devenu le chouchou de la couronne et l'employé le regarde déjà de travers.
persuadé que Jerry est un petit escroc qui mène la royauté par le bout du nez. Par chance, il n'a pas à retourner au palais pour le moment, mais la tranquillité est de courte durée. Ilia, le quatrième prince, surgit sur le pas de la porte et entre comme s'il était ici chez lui. Pour ne pas effrayer son père, Jerry est obligé d'inventer qu'ils sont les meilleurs amis du monde, même si pour Ilia, le concept d'amitié semble sortir tout droit d'un conte de fées. Le jeune prince aux cheveux blancs est venu honorer une promesse, et il ne plaisante pas avec ça. Il s'installe par terre pour éplucher un grimoire de magie, et pendant que Jerry tente d'expliquer les formules, Ilia se rapproche tellement que la notion d'espace personnel vole en éclats. On dirait que le prince a des méthodes d'enseignement assez physiques, car soudain, la pièce s'illumine, le système informe Jerry qu'Ilia vient de lui lancer un sort, lui octroyant 10 points de magie d'un coup. Jerry reste sans voix, réalisant qu'il vient de recevoir un bonus qui ne figurait dans aucun manuel. Pas mal la technique pour gratter du mana, juste avec un peu de contact physique. Tout comme le prince a filé son énergie au héros, alors que c'était écrit nulle part dans le manuel. Faites pareil et transférez un max de leaks sur cette vidéo pour faire bugger le système direct. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain level de l'histoire. Et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte. Allez, à plus. Ilia vient de refiler 10 points de magie à Jerry, et le gamin est complètement largué. Il ne pige rien à ce qui lui arrive. À seulement 7 ans, le petit prince distribue déjà des baptêmes magiques comme s'il était un vieux sage millénaire. C'est l'affaire du siècle pour Jerry, il reçoit un boost de puissance gratuit de la part d'un gosse qui a à peine 1 an de plus que lui. C'est là que Sir Sears déboule, fumant de rage parce que le prince a encore réussi à lui fausser compagnie. Il s'avère qu'Ilia n'est pas seulement un prodige de la magie, il a aussi un talent tout particulier pour s'incruster en douce dans les carrosses des autres. Sears est hors de lui, mais Jerry doit se retenir de rire en voyant que le mage royal est incapable de gérer les caprices d'un gamin de 7 ans. Quand on lui explique que le baptême est un processus risqué qui force l'ouverture des circuits de mana, le système en profite pour lui coller une mission, il doit impérativement faire de Sears son maître. La récompense est énorme, mais s'il échoue, c'est le coma assuré pendant une semaine entière. Jerry sait que si ses parents le retrouvent encore une fois évanoui, ils vont lui organiser ses funérailles avant même qu'il se réveille. Il n'a donc pas d'autre choix que d'accepter. Ilia essaie de donner un coup de pouce et demande carrément à Sears d'entraîner Jerry. Le mage hésite et demande au petit s'il a vraiment envie d'étudier sous ses ordres. Jerry meurt d'envie de dire oui pour valider sa mission, mais sa compétence, bouche de vérité, le trahit et il lui lâche en pleine figure qu'il le détesterait. Sears est dévasté sur place, il vient de se faire briser le cœur devant tout le monde. Le système lance alors le compte à rebours et Jerry panique, en sentant sa conscience lui échapper peu à peu. À une seconde de la catastrophe, il ferme les yeux et hurle « Rien ne me rendrait plus fier que d'être votre élève ». Le mage devient rouge comme une tomate, totalement séduit par ce compliment en carton. C'était du pur instinct de survie, mais Jerry s'est déjà résigné à son sort. Il préfère se coltiner un maître relou plutôt que de se réveiller dans une clinique dans 8 jours. Sears essaie de se donner des airs de grand homme très occupé, même si Jerry voit bien que c'est du pur cinéma. Même Ilia l'affiche en lui demandant pourquoi il prétend être débordé alors qu'il passe son temps à errer sans but. Le mage se sent acculé et Jerry en profite pour abattre sa dernière carte regard de chien battu et contact physique. Contre ce combo, aucune défense magique ne tient la route. Sears demande une semaine de réflexion, ce qui est juste sa façon de gagner du temps avant de céder à l'inévitable. Jerry accepte et le système lance le décompte immédiatement. Il a 7 jours pour se remettre d'aplomb avant que le contrat ne devienne officiel. Alors que le carrosse s'éloigne, le gamin réalise que maintenant qu'il peut manipuler la magie, il va falloir s'entraîner sérieusement s'il ne veut pas exploser au premier sortilège. Pendant ce temps au palais, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le fait que Sir Sears prenne un apprenti officiel est le ragot de la saison. Surtout parce que jusqu'ici, l'homme ne travaillait exclusivement que pour la famille royale. Sears déambule dans les couloirs d'une humeur exécrable pendant que les murmures lui parviennent de partout. On le critique pour avoir choisi un noble de Baran. Certains disent même que le gamin n'a aucun talent, mais lui a des problèmes bien plus urgents. Jerry transporte tellement de mana que son corps est une véritable bombe à retardement. Le mage a passé ses derniers jours à fabriquer un stabilisateur pour éviter que le petit ne finisse par repeindre les murs de sa chambre. C'est le tuteur le plus attentionné du monde, il te snobe devant tout le monde, mais en secret, il se tue à la tâche pour que tu n'exploses pas dès le premier jour de cours. La semaine passe et Sears réapparaît avec des cernes qui lui descendent jusqu'au menton. En voyant Jerry débordé d'enthousiasme, son instinct de prof désagréable reprend le dessus et il le fait mariner un peu avant de lui sortir son précieux cadeau. Le gamin meurt d'envie de s'en emparer, mais il doit se taper tout le suspense imposé par son maître. Il finit par lui donner et le changement est instantané. Dès qu'il enfile l'accessoire, Jerry sent son corps s'alléger de moitié et le mana circuler sans douleur. Sears l'observe avec un petit sourire en coin et remet les pendules à l'heure à partir de maintenant. Il devra l'appeler maître. Le garçon accepte direct et le système valide enfin la réussite de la mission. Au final, les caprices et les inventions en valaient totalement la peine. Ilia connaît déjà toute la théorie sur le bout des doigts. C'est le genre de petit génie qui décroche dès que ça cesse d'être un jeu. Jerry reste planté là, sans trop savoir quoi faire.
pendant que le gamin lui colle au basque comme son ombre, s'en servant de bouclier pour glander tranquillement. Sears voit bien que le prince n'a aucune intention de bosser. Alors, dès qu'il essaie de s'en mêler, il le recadre direct. « Pas aujourd'hui, votre Altesse ». Pendant ce temps, Jerry est en pleine crise existentielle. Il vient de réaliser que ce n'est pas parce qu'il a lu 3 contes de fées qu'il est devenu magicien. Il n'a aucune idée de comment canaliser le mana et se sent totalement nul. Son maître, qui traîne des cernes jusqu'au menton, lui balance alors le secret ancestral. Il doit fermer les yeux et tout simplement arrêter de respirer. Le petit le regarde comme s'il l'envoyait à l'abattoir, mais le tuteur est très sérieux. Il lui propose sa méthode d'apprentissage la plus radicale, l'asphyxie volontaire. Le principe est simple, s'il ne ressent pas le mana aujourd'hui, demain ce ne sera plus un problème puisqu'il sera mort. Pour Jerry, ce type est devenu un psychopathe en 1 seconde. Et pour couronner le tout, Ilia s'endort sur lui, lui offrant tout le soutien moral d'un meuble. Jerry prend une grande inspiration et bloque tout, les joues gonflées comme un crapaud. Le système ne tarde pas à lui casser son délire en affichant des alertes de suffocation par manque d'oxygène, pendant que Siras l'observe avec un sourire macabre, tout fier de voir à quel point le gamin est obéissant. Ses poumons le brûlent, mais juste au moment où il commence à voir la lumière au bout du tunnel, ses sens s'éveillent brusquement. Il entend les battements de son cœur, le frémissement des feuilles, et, enfin, la magie qui flotte dans l'air commence à se manifester. Une traînée de lumière fend le ciel, et Jerry parvient enfin à ressentir l'énergie. Le système le récompense avec 3 points de statistiques pour cet exploit, pendant qu'il essaie de ne pas râler contre le prince qui continue de s'en servir comme d'un matelas de luxe. Sir Sears siffle enfin la fin de la torture. Mais quand Jerry essaie de se lever, son corps lâche. Avec les jambes paralysées après être resté coincé une demi-heure, il est littéralement à plat. Alors que le prince lui demande avec une innocence totale si quelque chose ne va pas, Jerry n'a d'autre choix que d'accepter son sort, se faire porter par son maître comme une peluche parce qu'il ne peut plus bouger un orteil. C'est le service complet, on t'apprend la magie, mais on t'enlève toute dignité pour que tu ne chopes pas le boulard. Au moins, maintenant qu'il perçoit l'énergie, le monde lui semble un peu moins hostile. Les mois défilent jusqu'à l'arrivée de la fête des récoltes. Notre héros traîne dans son coin quand le système lui balance une quête saisonnière. Il doit offrir 5 cadeaux pour partager la joie. Le souci, c'est qu'un échec coûte 19 points de force, et comme il n'en a qu'un seul en stock, rater sa mission signifierait être purement et simplement désintégré sur place. Pour éviter de finir en flaque, il passe en mode fils exemplaire et soutire de l'argent à son père avec son plus beau sourire de premier de la classe. Acheter les babioles est un jeu d'enfant, mais le vrai défi reste le cadeau pour Karian. Il lui faut un truc qui ne lui vaille pas une exécution pour faute de goût. En marchant en ville, il croit reconnaître Karian et Sears au milieu de la foule. Il s'apprête à les rattraper quand il remarque qu'une petite enveloppe noire tombe au sol. Jerry la ramasse fissa, pensant que c'est son jour de chance, mais le temps qu'il essaie de les interpeller, ils continuent leur chemin et disparaissent dans la cohue. Il reste planté là, seul avec l'enveloppe à la main, réalisant qu'il ne sait même pas lequel des deux l'a fait tomber. Il n'a plus le choix, il doit retrouver le propriétaire coûte que coûte avant la fin de la journée. C'est bon, le prince l'a déjà catalogué comme voleur et sa jauge d'affinité vient de s'écraser au sous-sol. Karian est persuadé que le gamin a essayé de le dépouiller. Jerry tente de ne pas sortir de ses gonds, mais se faire traiter de délinquant en pleine face par ce blondinet épuiserait la patience d'un saint. Le système, fidèle à son inutilité habituelle, continue de lui retirer des points de sympathie chaque fois que le prince l'ouvre pour dire une énormité. Quant au maître de Jerry, c'est un cas désespéré au lieu de l'aider. Il reste en retrait à savourer le spectacle pendant que son élève galère. Une fois qu'il a fini d'être insupportable, le blond lui rend son sac avec un air de supériorité absolument insupportable. Jerry essaie d'expliquer qu'il agissait juste en bon citoyen, mais Karian est perché sur un tel piédestal d'arrogance qu'il ne veut rien entendre. L'affinité touche le fond et le protagoniste finit par perdre les pédales. Jerry explose, lui hurle qu'il n'est pas un pickpocket et envoie un coup de pied sauté magistral en pleine rue dans les dents de l'héritier. Le coup est si précis que le système retire un point de vie à ce Ken de pacotille. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là et qu'il va finir au cachot pour trahison, mais on dirait bien que ce coup de pied lui a remis les neurones en place. Il s'avère que le prince a les fils qui se touchent, il se rappelle qu'ils s'étaient déjà croisés et réalise que c'est la première personne de toute sa vie qui ose le remettre à sa place physiquement. Et là, l'inattendu se produit, l'affinité fait un bond de 20 points d'un coup. L'héritier s'avère être un maso de première catégorie, le voilà tout mielleux à s'excuser parce qu'apparemment, se faire démolir est son langage de l'amour. Jerry s'en va, hors de lui, ignorant royalement le regard plein de remords du blond. Pour couronner le tout, il découvre que son maître est un sacré sans gêne, il prétendait être débordé, mais il s'est éclipsé pour claquer une fortune dans une épée de luxe. Le vieux regarde Jerry s'éloigner en fumant de rage et admet qu'il adore le tempérament de son élève. Pour l'instant, notre héros survit un jour de plus, même s'il a les nerfs en pelote. Le lendemain matin, Jerry est toujours d'une humeur de dog. Il a les cadeaux de prêt,
Mais offrir quoi que ce soit à Cyr après son coup d'hier lui reste en travers de la gorge. Il a acheté des encres de collection pour ses frères et pour ce vaurien de mentor, même s'il hésite franchement à les lui donner maintenant. Après tout, il a déjà fait ses devoirs envers le comte et la comtesse, sa patience a atteint ses limites. Si le vieux ne lui enseigne pas un sort digne de ce nom aujourd'hui, il ne lui pardonnera jamais. En chemin, le système lui notifie que ses frères ont reçu leur colis et que leur affinité est au maximum au moins, eux savent dire merci. Jerry arrive les bras chargés, car c'est la fête des récoltes et la comtesse lui a envoyé de la nourriture pour tenir un siège. Elle est toujours aux petits soins, surtout depuis cette frayeur où le gamin a failli rendre l'âme sur le carreau. En arrivant, il tombe sur Ilia, le garçon aux cheveux blancs qui a toujours la tête dans les nuages. Jerry a décidé que Sir Cyrs n'aurait pas une seule sucrerie aujourd'hui, toute son attention sera pour le petit. Il lui offre un jouet pour son chat et le jeune homme reste figé comme un vieil ordi qui bugue. « Tu sais parler au minou ?» demande-t-il avec une innocence désarmante. Jerry soupire, il y a des questions qu'il vaut mieux laisser sans réponse. Le calme prend fin quand son mentor pointe le bout de son nez. Cyrs arrive avec son air de « j'ai rien fait » et Jerry commence à chauffer. Finalement, le garçon finit par céder et lui donne son encre. Le vieux est plus ravi qu'un gosse à Noël et promet qu'il s'en servira pour signer toute la paperasse qui s'accumule. En gros, il va gâcher un objet de luxe pour des formulaires. Les chiens ne font pas des chats. Pour le remercier de son cadeau, il décide enfin de lui apprendre quelque chose d'utile. Il fait un tour de passe-passe avec le flacon et les yeux de Jerry se mettent à briller comme s'il voyait de l'or pur. Le vieux profite de l'occasion pour lui confier une formule secrète, censée rester entre eux. Jerry l'examine et sent le vertige monter le maître, prétend que c'est simple, mais le schéma ressemble à un plat de nouilles renversé. Pourtant, le garçon ne se démonte pas. Il commence à tracer la magie dans les airs et le système valide l'opération. Félicitations Jerry, tu viens de débloquer l'inventaire. Maintenant, tu as enfin de la place pour ranger tout le bazar que tu ramasses. Jerry a enfin réussi à débloquer l'interface de son inventaire. Mais le système est une belle arnaque, un message l'informe que la fonction restera verrouillée jusqu'à ses 11 ans. Le gamin n'en a que 6. En gros, on lui a filé un bon d'achat qui n'est valable que dans 5 piges. C'est un coup bas du système pour l'empêcher de jeter l'éponge trop tôt. Complètement dépité par la nouvelle, Jerry reste là à accuser le coup. C'est alors qu'Ilia surgit des buissons, les mains occupées. Le 4e prince a pris la peine de lui tresser une couronne de fleurs qu'il finit par visser sur la tête de Jerry. Le petit devient rouge comme une pivoine. Dans sa tête, c'est un vieux briscard, mais à l'extérieur, il a l'air d'un gosse adorable prêt pour une photo de classe. Le petit blond a les yeux qui pétillent d'excitation et le système confirme que son affection a grimpé de 3 points. Ilia est sur un petit nuage. Il est clair que ce geste l'a totalement conquis. Cyrs annonce qu'il est temps de lever le camp, mais notre protagoniste a encore un dernier atout dans sa manche. Il tend un paquet de biscuits à Ilia qui saute de joie en recevant son cadeau. Hop, un point d'affection de plus dans la poche. Il l'a déjà dans la main. Jerry essaie de convaincre Cyrs d'apporter son présent à l'héritier, mais le mage fait l'intéressant juste pour le faire tourner en bourrique. C'est typiquement le genre d'adulte qui adore voir les gamins galérer. Au final, Jerry n'a pas d'autre choix que de se traîner lui-même jusqu'au terrain d'entraînement. En observant le prince, Jerry a beau ne rien piger à l'escrime, il voit bien que le blondinet a un talent monstrueux. Carian s'acharne sur son épée en bois avec une intensité folle, tout en sueur et focalisé sur ses mouvements. Le maître d'armes confirme que le gamin ne s'est pas arrêté de pratiquer depuis la veille. Ilia a bien essayé de s'y mettre aussi, mais il a abandonné au bout de 3 jours. L'effort, c'est pas son truc au moins, il reste cohérent avec lui-même. Jerry contemple la scène. Il se dit que c'est mignon de le voir aussi investi, mais au fond, il ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Pendant que lui galère avec un pauvre collier de fleurs, l'autre a déjà tout d'un futur guerrier d'élite. Ilia remarque son regard et lui demande ce qu'il fixe comme ça. Et Jerry essaie tant bien que mal de masquer le fait qu'il se sent un peu minable à côté de l'héritier. L'heure de s'échanger les cadeaux arrive, et la tension commence à monter d'un cran. Jerry a préparé un kit d'entretien pour épée. Il a choisi un truc très basique pour éviter que le blond ne prenne trop la grosse tête. En découvrant son propre cadeau, un jouet à plumes qui ressemble à un truc pour chat Ilia se sent un peu ridicule. Jerry voit bien qu'il meurt de honte et lui glisse à l'oreille que ça restera leur petit secret à tous les deux. Il lui rappelle qu'avec les biscuits en plus, il a techniquement été 2 fois plus gâté que les autres. La jauge d'amitié d'Ilia explose instantanément. Jerry vient encore de sauver les meubles. Carian termine sa séance et s'approche enfin du petit groupe. Jerry lui tend son paquet sans grand enthousiasme. Mais l'héritier reste sans voix en le recevant. Il a du mal à croire qu'après leur prise de bec de la veille, Jerry se soit donné la peine de lui offrir un cadeau pour le festival. L'affection du blond prend 10 points d'un coup et il lâche un sourire si radieux que Jerry en reste scotché pendant une seconde. Le protagoniste tente de se persuader qu'il ne lui pardonne que parce que c'est un gosse capricieux, rien de plus. Carian en profite pour s'excuser de son comportement odieux de la veille. Jerry essaie de faire l'adulte en disant que ce n'est rien, mais sa compétence, vérité crue, s'active au pire moment. Il finit par avouer qu'il l'a toujours en travers de la gorge et insulte même mentalement le maître d'armes, tandis que Cyrs se tord de rire en arrière-plan devant ce grand moment de solitude. Pour rattraper le coup,
Karian lui lance une invitation qui prend tout le monde de court et lui demande s'il est libre le 4e jour des festivités, car il a très envie de le revoir. Jerry devient rouge comme une tomate et se méfie des intentions de l'héritier, mais comme il n'a pas cours ce jour-là, il finit par accepter. Jerry est tranquillement dans sa bulle quand l'un de ses grands frères déboule en hurlant, comme s'il rentrait tout juste du front. Le type jure qu'il est revenu uniquement pour profiter du festival avec lui. Une excuse que Jerry a déjà entendue au moins 10 fois aujourd'hui. Et pour couronner le tout, voilà les jumeaux qui pointent leur nez, réclamant eux aussi leur part d'attention. Ils ont tous les bras chargés de cadeaux pour s'acheter les faveurs du petit dernier. Jerry sait bien que ses frères sont de vrais plaies, mais la nourriture a l'air tellement délicieuse qu'il met vite son orgueil de côté. Il s'offre un festin digne d'un roi, jusqu'à ce que le système le prévienne que son estomac a des limites qu'il a franchies depuis un bon moment. Le pauvre se retrouve avec une indigestion carabinée. Il passe le reste du festival cloué au lit à fixer le plafond, pendant que ses frères repartent vers l'académie en pleurant toutes les larmes de leur corps. Décidément, Jerry n'a pas de chance. À peine commence-t-il à reprendre son souffle que la servante lui annonce une visite. C'est Ilya, le 4e prince, qui s'est faufilé jusque dans sa chambre sans que personne ne le voie. Le gamin est plus furtif qu'un héros d'Assassin's Creed. Ilya est surexcité à l'idée de leur sortie de demain, mais on voit bien qu'il s'ennuie à mourir et qu'il veut commencer à s'amuser tout de suite. Jerry essaie de décliner l'invitation, car il a encore besoin de se remettre de ses émotions, mais le petit lui lance un regard de chien battu qui ferait fondre le cœur du plus endurci des guerriers. Comme on pouvait s'y attendre, il finit par céder. Les voilà partis pour la place, escortés par un majordome par précaution. Entre l'éclat des lumières et la rumeur de la foule, Jerry comprend qu'il aurait eu tort de rester enfermé. Regardez-moi ce spectacle, des fleurs magiques pleuvent de partout. Jerry réalise enfin que ces sortilèges ne sont pas là que pour faire joli. Bon, derrière ces paillettes, il y a toute une équipe de mages sur les rotules. Sir Sears a une tête à demander sa retraite anticipée sur le champ. Le pauvre est au bout du rouleau parce qu'au festival, on les fait bosser sur tous les fronts. Pour Jerry, c'est une aubaine, si les profs sont trop occupés à faire les animateurs de foire. Il a le champ libre pour faire ses petites affaires. Jerry s'éloigne d'Ilya un instant et revient avec quelques biscuits. Le système affiche que l'affinité du petit prince est montée à 27. Ilya essaie de rester digne, mais intérieurement, il exulte. Quel petit cœur d'artichaut. Un vendeur s'approche pour les servir et on frôle la catastrophe. Ilya, qui a l'instinct de survie d'un hamster, manque de gober le biscuit avec l'emballage. Heureusement, Jerry l'arrête avant qu'il ne s'étouffe. Du calme, petit, c'est un biscuit de la fortune. Le premier message qu'il pioche est d'un banal affligeant, il annonce un changement de décor. Jerry se demande si c'est une bénédiction ou si on est juste en train de lui dire qu'il va bientôt devoir déménager. C'est maintenant au tour d'Ilya. Son papier lui conseille d'être patient, que tout vient à point. Le petit n'y comprend rien, alors Jerry en profite pour lui donner une petite leçon de vie. Le culot du type, il oublie carrément que c'est lui le plus jeune des deux, mais il ne peut pas s'empêcher de jouer les maîtres Yoda. Jerry ouvre son propre biscuit, et le sort est beaucoup moins amical. Reste sur tes gardes. C'est bien le premier biscuit de la fortune qui, au lieu de donner de l'espoir, t'envoie un avertissement de danger imminent. Pour ne pas gâcher la fête, Jerry cache vite le papier et ment comme un arracheur de dents en prétendant qu'il l'a perdu. Pas la peine de casser l'ambiance pour un bout de papier qui porte la poisse. Il prend Ilya par la main pour continuer leur tour. Et pendant qu'ils avancent, le prince fait un geste étrange dans son dos. Mais Jerry est trop distrait pour remarquer quoi que ce soit. Le feu d'artifice magique commence et illumine toute la place. C'est un spectacle absolument grandiose. Ilya reste figé, les yeux rivés vers le ciel, totalement hypnotisé par les explosions de couleurs. C'est là que la vraie magie opère, les notifications du système de Jerry s'affolent. À chaque détonation, l'affection d'Ilya grimpe d'un point. 28, 29, 30, 31, le gamin est une véritable machine à points dès qu'on lui met un truc brillant sous le nez. Jerry l'observe du coin de l'œil avec un petit sourire. Voir le petit aussi émerveillé finit par lui faire du bien. C'est fou comme le cœur de ce prince ne coûte pas cher. Mais attention, la menace du biscuit plane toujours et le retour à la réalité de demain risque de piquer. Sears accueille Jerry avec un grand sourire, comme si la veille n'avait été qu'un détail sans importance. Jerry reste perplexe après ce qui s'est passé hier, il s'attendait à le trouver un peu plus secoué. Mais Sears affiche une mine absolument impeccable. Il le charrie gentiment en lui rappelant qu'on est déjà en automne, alors ce n'est pas le moment de se plaindre de la fraîcheur. Tous deux traversent les jardins du palais en direction de l'embarcadère, où le lac offre un spectacle magnifique avec toutes ses barques décorées pour le festival. C'est là qu'ils croisent Ilya, qui a ramené sa petite boule de poils blanches pour la promenade. Sears calme direct ses ardeurs. Pas question de monter sur le bateau avec un chat. Complètement dépité, le pauvre gars n'a pas d'autre choix que de reposer la bestiole au sol. C'est le moment que choisit Karian, le prince héritier, pour faire son entrée, tiré à 4 épingles. Jerry est scotché de le voir si élégant et se demande si ça ressemble à un rendez-vous galant, même s'il essaie de ne pas trop se faire de film. Remarquant que Jerry a l'air un peu fébrile, Karian lui pose son propre chapeau blanc sur la tête pour éviter qu'il ne prenne froid une fois sur l'eau. Un peu nerveux, Jerry s'agrippe au bras de Sears pour monter à bord, manquant un peu d'assurance. Dès que tout le monde est installé, l'embarcation commence à glisser sur l'eau comme par magie.
Sears utilise en fait ses pouvoirs pour les propulser, laissant dans leur sillage une traînée de bulles scintillantes qui illuminent la surface du lac. Émerveillé, Jerry demande à son maître s'il sera capable lui aussi de faire un truc pareil un jour. Sears lui balance une petite pique en lui disant de repasser dans 20 ans avant de se raviser avec un peu de chance. Il y arrivera peut-être d'ici 10 ans. Ilya tente de le rassurer en vantant son talent, mais ça ne remonte pas vraiment le moral du garçon. Jerry essaie alors d'effleurer l'eau pour voir s'il peut déclencher sa magie, mais rien ne se passe, et Karian en profite pour se moquer ouvertement des grimaces qu'il fait en se concentrant. Malgré les taquineries, l'ambiance reste paisible. Le coucher de soleil est à couper le souffle et Jerry se dit que, même s'ils ne sont pas seuls, ce souvenir du festival restera gravé dans sa mémoire. Mais le calme est de courte durée, une rafale de vent soudaine lui arrache son chapeau. Par pur réflexe, Jerry se précipite pour essayer de le rattraper avant qu'il ne s'envole. Il perd l'équilibre, bascule par-dessus bord et finit droit dans la flotte. Ce qui ne semblait être qu'une chute stupide tourne instantanément au cauchemar. Jerry est pris d'une panique totale, l'eau réveillant en lui de sombres souvenirs de son passé. Ses amis le regardent, pétrifiés d'effroi, en comprenant que ce n'est pas une simple baignade accidentelle. Ce pauvre Jerry n'a même pas tenu une seconde. Dès qu'il a croisé le regard de son mentor, il est retombé dans les pommes comme si on lui avait coupé le courant. Sir Sears commence sérieusement à se dire que sa simple présence est un poison pour le gamin, et vu la pâleur du petit, il n'a pas tort. Le souci, c'est que Jerry est devenu un pro de l'évanouissement. Si Karian débarquait avec ses airs de patronne, Jerry finissait direct au tapis. Le système lui a confirmé qu'il s'agissait d'un mécanisme de défense lié à ses crises de panique, son cerveau disjoncte dès qu'il croise quelqu'un qui l'a vu frôler la mort. Et quand le gamin aux cheveux blancs pointait le bout de son nez, Jerry s'écroulait sans sommation. Finalement, ses parents ont décrété que la capitale était trop stressante pour leur fils en porcelaine. Ils l'ont envoyé dans une maison en forêt, loin de la moindre flaque d'eau, pour éviter qu'il ne tombe dans les vapes toutes les 5 minutes. Une fois installé, Jerry a jeté un œil à son interface et a eu une petite surprise, il se traîne un malus de traumatisme aquatique qui va durer un peu plus de 5 ans. D'après ses calculs, il ne pourra pas regarder un robinet sans trembler avant ses 11 ans. Le gosse est bien parti pour battre le record du monde sans douche, et cette fois, il a une dispense médicale pour le prouver. Comme le voir en chair et en os reste risqué pour sa santé, Jerry s'est mis à potasser la magie en solo, tout en échangeant des lettres avec Sir Sears pour éclaircir les points techniques. Dans l'un de ses courriers, le mage lui a lâché une info troublante, l'étang où il s'est noyé a totalement disparu dès le lendemain. Plus une seule goutte d'eau, comme s'il n'avait jamais existé. Quelqu'un a utilisé une magie de haut vol pour effacer les preuves, et personne ne sait de qui il s'agit. Pendant ce temps, au palais, Karian est toujours aussi intense et l'autre prince passe son temps à courir après les chats. Mais tous deux meurent d'envie de le revoir. Les années ont défilé et le garçon a pris son mal en patience, regardant le compte à rebours de son trauma s'égrener jour après jour. Il a enfin fêté ses 11 ans. Le compteur est tombé à 0 et le système l'a informé que sa phobie de l'eau n'était plus qu'un mauvais souvenir. Regardez-le, il est frais comme un gardon et prêt à reprendre du service. À peine remis sur pied, il voit débarquer Hans, son frère aîné de 23 ans qui semble tout droit sorti d'une pub pour parfum. Jerry étant toujours sous l'effet du sort de vérité lancé par son maître, il ne peut s'empêcher de lâcher un « je t'aime » sans aucun filtre quand son frère lui saute au cou. La jauge d'affection d'Hans explose instantanément pour atteindre les 100%. En gros, il est au taquet, il ne pourrait pas l'aimer davantage. Puis viennent les jumeaux, Robin et Joey. Ils ont beau avoir 17 ans, ils ont la maturité mentale d'un chiot Golden Retriever. Ils s'en servent comme d'une peluche jusqu'au dîner, moment où Jerry annonce enfin qu'il est prêt à retourner à la capitale. Le petit compte les jours avant d'intégrer l'académie l'année prochaine, tout excité à l'idée de retrouver ses amis, Karian et Ilya. Mais c'est là que les jumeaux cassent l'ambiance. Il s'avère qu'Ilya n'est plus du tout le gamin adorable qui courait après les minous. À la capitale, on raconte que c'est une vraie terreur scolaire qui donne des sueurs froides aux profs tellement il passe son temps à tricher. En plus, le type est un génie qui maîtrise déjà l'aura bleue à l'épée, un niveau qui ridiculise n'importe quel guerrier moyen. Il va en cours juste pour voir à qui il pourra gâcher la journée. Jerry est en pleine crise existentielle, il refuse de croire que son petit ange soit devenu un tel démon. Plus tard, il s'éclipse à la bibliothèque pour utiliser son canal secret, un journal magique avec lequel il correspond avec Ilya depuis 1 an. Par écrit, le prince lui avoue qu'il est resté un long moment à l'observer rédiger son message avant de daigner lui répondre. C'est un harceleur de compétition qui arrive à tôt, laissé en vue à travers une feuille de papier. Et Jerry, au lieu de refermer le bouquin pour de bon, meurt de honte face à cette remarque, fixant le papier alors que les lettres s'écrivent toutes seules par enchantement. Ilya a juré avoir fabriqué ce journal en 2 secondes, mais Sir Sears n'en croit pas un mot. Il est persuadé que le prince est soit un menteur professionnel, soit qu'il se paie la tête de tout le monde avec un tel talent. Tiraillé par le doute, Jerry décide de tâter le terrain et lui demande par écrit si c'est lui qui a vidé l'étang. La réponse fut un silence radio total pendant 3 jours. Soit le gamin a eu le trac, soit il était à court d'excuses, car après ce vent monumental, il a préféré changer de sujet comme si de rien n'était. Malgré ces moments bizarres, Jerry a l'impression qu'Ilya reste ce garçon distant qu'il a connu autrefois, même si, forcément,
À 12 ans, la puberté commence à faire son œuvre. Jerry se demande s'il n'aurait pas déjà une fille en vue, mais en tant qu'adulte, il préfère faire l'autruche. Ce n'est pas une bonne idée de fourrer son nez dans les amours d'un préado capable de vous désintégrer s'il est de mauvaise humeur. Pendant ce temps, au palais, le prince Ilya contemple les étoiles avec cet air de protagoniste mélancolique qu'il affectionne tant. Il est tiré à 4 épingles, sapé comme pour un premier rendez-vous, et attend que le temps passe pour voir son contact secret. Le gars est déjà en train de rayer les jours sur son calendrier en attendant leur prochaine rencontre. C'est un sacré stalker, ce prince. Ce journal magique n'épargne vraiment personne. Et si le gars maîtrise déjà l'aura bleue sur son épée, montrez-moi votre talent en tranchant net le bouton like et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je raconte la prochaine fois. Allez, à plus! L'année est passée en un clin d'œil. Nous sommes déjà à la veille du 12e anniversaire de Jerry. Le gamin fait son grand retour au manoir en grande pompe, et une chose est sûre, il n'a pas chômé. Il s'est fait violence pour surmonter sa peur de l'eau en s'immergeant jusqu'au cou, et il a tellement mené ses frères à la baguette qu'ils lui mangent tous dans la main. Mais alors que tout semble rouler, le système lui balance une notification du genre à vous gâcher la semaine. Maintenant qu'il a bien grandi, le plafond d'affection est passé de 100 à 150 points. Jerry commence à paniquer en plein milieu des préparatifs. Il sait pertinemment que dans ce genre de jeu, si le compteur ne s'arrête pas, l'amour fraternel vire vite à l'obsession malsaine. Il observe les 3 autres en priant pour qu'ils restent juste un peu bizarres mais gérables, sans jamais avoir l'idée de franchir la ligne rouge. Pendant le banquet de bienvenue, le petit est complètement ailleurs. Il se demande bien ce qu'il va advenir de lui une fois que l'histoire touchera à sa fin. Il n'a même pas le temps de dire à quel point il est heureux d'être revenu qu'un cercle magique s'active brusquement sous sa chaise. En un battement de cils, il se volatilise de la salle à manger sous les yeux de sa famille, qui se retrouve à hurler face à une assiette vide. Jerry atterrit lourdement sur les fesses en plein milieu d'une pelouse, entouré d'inconnus en tunique. On l'a téléporté sans sommation dans les jardins impériaux. Le coupable n'est autre que Sir Circe, qui l'accueille avec un grand sourire, comme s'il ne venait pas de commettre un enlèvement. Le type le soulève comme un sac de patates et a même le culot de lui dire qu'il a pris du poids, alors que Jerry n'a jamais demandé à être catapulté ici en plein dessert. Le maître ne pouvait plus attendre une seconde de plus pour voir son apprenti, quitte à interrompre le dîner familial. C'est un vrai cas social avec le tact d'une brique, mais au moins, le choc a permis au gamin de débrancher son cerveau un instant. Pendant qu'il s'installe pour le thé, un messager est envoyé pour rassurer la famille. Non, la terre ne l'a pas englouti, c'est juste que son tuteur ne connaît pas l'usage d'une sonnette. Pour couronner le tout, Circe fait son lourd en prétendant que le petit lui a sauté au cou dès qu'il l'a vu. Jerry tente de jouer les durs en jurant qu'il ne s'est pas ennuyé de lui, mais il est plus rouge qu'une tomate. C'est un piètre menteur, et Circe lit en lui comme dans un livre ouvert. Quand on lui demande s'il est fâché, le gamin sort l'excuse classique, c'est juste à cause de la chaleur. Mais au moment où il pense s'en être tiré, une nouvelle compétence passive s'affiche, la vérité sort de la bouche des enfants. En gros, il sera incapable de sortir le moindre bobard jusqu'à ses 16 ans. C'est le cadeau empoisonné de l'interface pour enterrer sa vie privée désormais. Jerry n'a plus à se soucier de garder des secrets, tout simplement parce qu'il n'a plus d'autre choix que d'être honnête. Circe ne perd pas le nord et lui redemande s'il lui a manqué. Jerry essaie de hurler un non catégorique de toutes ses forces, mais sa compétence le trahit et il finit par avouer en criant que oui, il s'est énormément ennuyé de lui. Il a envie de mourir de honte pendant que son mentor se tord de rire devant son malheur. Entre 2 éclats de rire, Circe remarque un détail crucial, Jerry porte toujours sa broche. La pierre magique est devenue instable car elle est désormais trop petite pour contenir la puissance que déploie l'apprenti. Le type a beau être un sans-gêne, il propose de réajuster la pierre avant qu'elle ne lui explose à la figure. Finalement, il assure dans son rôle de mentor. Il l'emmène ensuite directement au palais solaire pour y retrouver le prince Karian. Jerry est un peu ailleurs, l'esprit occupé par Ilya. Ce dernier n'a pas répondu à ses messages dans le journal, et Jerry commence à se faire des films, se demandant s'il est malade ou s'il l'a juste ghosté pour de bon. En chemin, il croit entendre le tintement d'une clochette, mais Circe n'entend absolument rien. Il ne sait pas s'il est en train d'halluciner ou si quelqu'un est vraiment en train de les épier à travers les arbres. En arrivant au palais, il tombe sur Karian, posant fièrement au milieu d'un millier de roses. Il a tout l'air du héros d'un roman à l'eau de rose bas de gamme. Le gars ne pouvait pas faire une entrée plus mélodramatique. Karian accueille Jerry avec une entrée digne d'un héros de mélo romantique, entouré de pétales de roses et de paillettes. Le gamin n'en revient pas de la poussée de croissance du prince, il est passé de joli garçon à une véritable icône de mode. Il a tellement changé qu'il semble même plus grand que dans ses souvenirs. Mais alors que Karian lui souhaite la bienvenue, Jerry a l'esprit ailleurs. Il a beau échanger des lettres tous les jours avec Ilya, il n'a aucune idée de ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Il se demande si l'autre a aussi eu son heure de gloire ou s'il est resté le même petit gars qu'avant. Ne tenant plus de curiosité, Jerry demande à son maître où se cache Ilya, mais Sir Circe n'en a pas la moindre idée. Pendant ce temps, le système enchaîne les notifications. L'affinité de Karian grimpe de 10 points d'un coup, mais le plus étrange, c'est qu'une fenêtre s'affiche aussi pour Ilya.
Comment son score peut-il augmenter alors qu'il n'est même pas là? Jerry bug complètement et commence à scruter les environs, persuadé que le garçon est peut-être planqué derrière un buisson à l'espionner. Karian propose à Jerry d'aller discuter à l'intérieur, mais le rouquin préfère aller se dégourdir les jambes dans le jardin pour traquer son ami. Karian grille tout de suite son manège et lui demande s'il compte vraiment se rendre à l'étang, cet endroit qui ne lui rappelle pourtant que de mauvais souvenirs. Jerry essaie de broder un mensonge pour ne pas l'inquiéter, mais c'est là que sa nouvelle malédiction s'active, la compétence passive des lèvres honnêtes. Incapable de filtrer ses pensées, Jerry avoue avec un sourire ultra crispé que oui, il meurt d'envie de voir l'étang parce qu'il n'en a pas chez lui. Karian le dévisage comme s'il lui manquait une case, mais finit par gagner en affinité, trouvant sa transparence absolument hilarante. Le rouquin, lui, a juste envie de s'enterrer vivant, d'autant plus que le système d'Ilya continue de cumuler des points dans l'ombre, ce type gagne de l'affection par sa simple existence, c'est d'une efficacité redoutable. Karian, qui n'est pas né de la dernière pluie, décide de profiter de la situation et lui propose un marché. Il l'autorise à aller à l'étang à une condition qu'il arrête de l'appeler « Votre Altesse » et l'appelle simplement Karian. Jerry, prêt à tout pour retrouver Ilya, ne réfléchit pas une seconde. Il hurle son prénom de toutes ses forces et le prince, ravi, accepte de l'escorter en lui demandant de rester bien collé à lui. Arrivé au fameux étang, c'est la désolation. L'eau s'est totalement évaporée et il ne reste que de pauvres poissons qui s'agitent dans la boue, tentant de survivre à ce désert soudain. C'est un désastre total et pourtant les yeux de Jerry pétillent d'émotion. Il est persuadé que c'est l'œuvre d'Ilya dans sa tête. Le quatrième prince a asséché tout l'endroit juste pour éviter qu'il ne tombe à l'eau par accident et ne se noie. Il a une sacrée imagination, le type ravage le paysage et Jerry y voit un geste romantique. Karian tente de compatir en disant que c'est dommage pour la vue, mais le rouquin plane à 15 000. Même le système lui donne raison avec une petite notification indiquant que l'affinité d'Ilya a encore grimpé. Soudain, un tintement de clochette le tire de sa transe. Jerry se retourne et aperçoit un chat blanc sortir des fourrés avec un regard particulièrement mauvais. Évidemment, comme le gamin n'a aucun instinct de survie, il fonce tête baissée en hurlant « Ilya !» Le chat bondit sur un arbre pendant que Jerry le somme de descendre pour lui expliquer ce qu'il a fait de toute cette eau. Karian et le mentor assistent à la scène sans rien comprendre pour eux. C'est juste un gamin qui engueule un animal comme s'il débattait de politique. Le prince le regarde avec pitié et lui demande à qui diable il s'adresse, tandis que Sears tente de le ramener à la réalité en lui rappelant que c'est un chat, pas son ami. Mais Jerry s'entête et les envoie paître, prétextant qu'ils ne peuvent pas comprendre leur connexion spéciale. Le chat finit par perdre patience et lui saute direct au visage, toute griffe dehors. Le coup de griffe fait chuter son endurance d'un seul coup, et Jerry finit étalé par terre, apprenant à ses dépens que l'amour a des griffes de 3 cm. Alors qu'il se tord de douleur, la situation devient étrange. Karian et le professeur passent juste à côté de lui en criant son nom, le cherchant partout, mais ils ne le voient pas. Jerry gît au sol, entouré d'une aura bleutée, et pour le reste du monde, il semble s'être volatilisé. Il ne comprend rien, ils sont à 2 mètres de lui et agissent comme s'ils s'étaient désintégrés. Soudain, entre l'éclat de l'aura et le bruit des clochettes, il perçoit un mouvement suspect. Derrière un arbre, une silhouette l'observe en silence. On dirait que le vrai Ilya a enfin pointé le bout de son nez, ne serait-ce que pour voir le chat ruiner le visage de son unique fan. Ilya reste là, tapis derrière son arbre, observant la scène tel un spectre silencieux. Jerry ne comprend pas pourquoi le maître et Karian passent juste à côté de lui, sans même lui jeter un regard, comme s'il était devenu invisible. C'est alors que le jeune albinos lui révèle son secret, c'est lui qui l'a dissimulé aux yeux de tous. Jerry en reste bouche bée, il n'imaginait pas qu'Ilya puisse maîtriser la magie à ce point. Finalement, ce n'était pas Ilya qui l'avait effrayé tout à l'heure, il était simplement occupé avec une chatte et ses petits. En réalisant sa méprise, Jerry meurt de honte, mais Ilya n'ose même plus croiser son regard. Il est terrifié à l'idée que le roux tombe à nouveau malade par sa faute, on sent que le traumatisme de la fois où Jerry a failli y passer est encore bien présent. Pour le rassurer, Jerry prend les devants et lui affirme d'un ton ferme qu'il n'est plus le gamin fragile d'autrefois. Il lui assure qu'il n'a plus peur de l'eau, et va même jusqu'à l'attraper pour qu'il finisse par le croire une bonne fois pour toutes. Ilya devient si rouge qu'on croirait qu'il va imploser d'une seconde à l'autre, et soudain, le système s'emballe complètement. Jerry vient de découvrir la méthode la plus rentable pour farmer des points, rester au contact du garçon et attendre que son cœur fasse un court-circuit. Alors que le jeune homme est totalement sous le charme, ils doivent mettre fin à leur aparté, car le maître parcourt déjà la forêt en hurlant le nom de Jerry. Ilya dissipe le sort et s'éclipse en un éclair, laissant le professeur tomber, par hasard, sur Jerry resté seul. Le vieux soupçonne Jerry de ne plus maîtriser sa magie, mais il préfère garder ses réflexions pour lui afin d'éviter les ennuis. Une année entière s'écoule et Jerry touche enfin au but. Uniforme impeccable et broche bien ajustée, il se prépare à faire sa rentrée à l'académie. Il est impatient d'apprendre la vraie magie et surtout de rencontrer enfin des gens qui ne vivent pas cloîtrés dans le manoir. En ajustant sa tenue, il contemple sa broche et se remémore les efforts de Sir Sears, qui avait fini avec une tête de zombie après avoir bossé d'arrache-pied pendant 1 semaine sur cette commande. À l'époque, pour ne pas inquiéter sa famille, le garçon avait dû réduire sa sensibilité à la douleur au minimum et garder un visage de marbre.
Il sait que le vieux s'est tué à la tâche pour lui et il lui en est sincèrement reconnaissant. Une fois installés dans le carrosse, les jumeaux Joy et Robin sont intenables. On dirait deux chiots sous caféine qui ne s'arrêtent pas de jacter une seule seconde. Jerry ne les écoute même plus, trop occupé par les jauges d'affection qui explosent sous ses yeux. Il semblerait que ces deux-là l'apprécient bien plus qu'il ne le pensait, même s'il préfère ne pas gaspiller son énergie à analyser les statistiques pour le moment. Ils arrivent enfin à l'académie, dont les grilles sont un tel étalage d'or et de fioritures qu'on comprend vite que l'argent coule à flot ici. Les jumeaux le préviennent tout de suite, ce n'est rien du tout comparé à ce qu'il attend à l'intérieur. Jerry entre, fasciné par les lieux, mais à peine a-t-il franchi le seuil qu'une notification du système lui saute aux yeux. Il a désormais des quêtes quotidiennes, et la première est un grand classique scolaire se présenter à ses deux nouveaux camarades de chambre. Ça a l'air simple comme bonjour, mais avec sa poisse légendaire, tout peut arriver. On le conduit jusqu'au département de magie, un bâtiment au nom pour le moins explicite le Corbeau Noir. L'ambiance y est purement gothique, peuplée d'étudiants en tuniques sombres qui déambulent en murmurant d'étranges incantations. Si les jumeaux trouvent l'endroit déprimant, Jerry, lui, adore l'esthétique, il a enfin l'impression d'avoir trouvé un lieu qui lui correspond vraiment. En arrivant dans sa chambre, il a la surprise de découvrir une pièce immense. Il remarque des lits superposés et voit que quelqu'un dort déjà profondément sous les draps. Comme c'est un chic type, il décide de ne pas le réveiller juste pour valider sa quête et préfère attendre que le second colocataire se manifeste. Malheureusement, le bruit finit par tirer le dormeur de son sommeil. Le gars se lève avec une tête de déterré et lui lance d'un ton glacial. « Tire-toi d'ici pendant que je te le demande gentiment !» Jerry reste pétrifié. Son coloc est un aigri de première catégorie et la difficulté de la mission vient de grimper en flèche. Il est tombé sur un sacré numéro. Jerry n'est pas dans la chambre depuis 2 minutes que son coloc commence déjà à lui taper sur le système. Ce type au teint blafard et à l'air patibulaire se croit tout permis. Mais Jerry n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Quand l'autre lui ordonne de fermer la porte en l'insultant, Jerry lui rappelle sèchement que cette chambre appartient à tous les deux. Le rabat-joie réplique que son père a déjà tout arrangé, mais Jerry ne se démonte pas d'un poil, lui aussi a une famille, et ce ne sont pas exactement des gens ordinaires. Le brun tente de frimer en révélant qu'il est l'héritier des Garciers, les marchands qui tiennent pratiquement les cordons de la bourse de l'Empire. Un CV qui en jetterait pour n'importe qui, sauf que Jerry le remet à sa place en 1 seconde, il lui balance que son père est comte, le laissant sans voix. C'est l'histoire du gamin venu frimer avec sa tirelire qui tombe sur le propriétaire de la banque. Il ne reste plus qu'à Sirène d'avaler sa fierté pendant que Jerry s'installe tranquillement. Alors que la tension est à son comble, Jerry fait tomber sa carte d'étudiant et se rappelle qu'il a une mission à accomplir. Il doit se présenter officiellement, et c'est là qu'Henry entre en scène. Le pauvre arrive avec la tête de celui qui vient de s'égarer dans la cage au lion. Il sent l'ambiance électrique entre les deux autres et semble sur le point de s'évanouir sur place. Jerry profite de l'occasion et avec un calme olympien se présente sous le nom de Jerry Root. Le nom des Root fait l'effet d'une bombe. L'autre écarquille les yeux et bondit de son lit comme s'il était monté sur ressort. Il comprend enfin que le roux ne plaisantait pas du tout quand il parlait de ses origines nobles. Le système valide la mission de Jerry et lui octroie quelques points de charisme, ce qui ne sera pas de trop pour survivre dans cet endroit. Sirène Garcier tente de sauver les meubles et décrète que, puisqu'il est un route, ils peuvent être amis, à condition qu'ils ne fassent pas de bruit. Après cette rencontre, Jerry propose à Henry d'aller ensemble à la cérémonie d'ouverture. Mais Sirène ne supporte pas d'être ignorée et l'arrête net en lui empoignant l'épaule. Bien décidé à poursuivre les hostilités, le gars se vante d'être en 3e année comme si ça le rendait intouchable, mais Jerry n'en a que faire de la hiérarchie scolaire. Il lui rétorque que ses frères sont en 7e année, une façon polie de lui dire qu'il a 2 chars d'assaut à sa disposition, et lui décoche un coup de pied dans le tibia qui le laisse en plein bug technique. Le souci, c'est que Jerry a la résistance d'un biscuit trempé dans du lait. Ce coup de pied était son dernier souffle, le système le prévient qu'il est à plat. Le gamin s'effondre net, comme si on l'avait débranché. Henry manque de faire une attaque en voyant le roux tomber KO. Après sa propre attaque, Jerry finit par se réveiller dans son lit, la tête dans le pâté, ayant raté toute la fête à cause de son malaise soudain. Sirène, qui ressemble maintenant à un chien battu, essaie de faire l'indifférent en disant que la cérémonie était une perte de temps de toute façon. Au fond, le brun n'est pas si méchant, il joue juste les durs pour se donner un genre. En discutant, Henry avoue qu'il est lui aussi très fragile, il lui arrive de s'évanouir et même de cracher du sang quand il ne va pas bien. Sirène se fige, demandant si c'est contagieux avec une tête horrifiée, mais Jerry reste zen. Comme il était chétif étant petit, il propose de lui ramener des compléments à l'épinard de chez les Garciers pour le remettre sur pied. Quelques jours plus tard, Jerry débarque avec un emploi du temps qui ressemble à un arc-en-ciel, tellement il a de matière. Sirène le regarde comme un fou, il sait qu'avec un peu de chance, le gamin atteindra la salle de classe sans cracher un poumon, mais Jerry est déterminé à tout apprendre. Henry, de son côté, confesse qu'il n'étudie la magie que pour l'argent. Il vient d'une famille de paysans qui cultivent des pommes et veut que ses parents arrêtent de se tuer à la tâche. Au lieu de le prendre de haut comme le ferait n'importe quel noble, Jerry lui dit que sa motivation est bien plus admirable que la sienne. Sirène n'en revient pas, non seulement le type est une crevette physiquement,
mais en plus c'est un noble avec du cœur qui respecte les fermiers. Finalement, Jerry doit lever le pied sur les cours, car ses frères exigent d'un emploi du temps que son corps peut réellement supporter. C'est ainsi, vêtu de son nouvel uniforme et entouré de ses drôles d'amis, que la vie de Jerry à l'académie commence officiellement. Franchement, le prota est plus fragile qu'une biscotte trempée. Si vous ne tombez pas dans les pommes juste en faisant un clic, montrez que vous avez la patate et explosez-moi ce bouton like. Abonnez-vous pour survivre à l'académie et dites-moi en commentaire quel manga vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Allez, salut les fauves! Il se sent nettement mieux à l'académie que dans sa baraque mortellement ennuyeuse, même si sa santé fragile commence déjà à lui jouer des tours. En chemin, il surprend une rumeur concernant un sort de télépathie. Ses yeux s'illuminent instantanément, c'est l'astuce parfaite pour faire payer à Sir Sears ce qu'il lui doit. En entrant dans la bibliothèque, il reste pétrifié. L'endroit est si colossal que la bibliothèque de sa famille ressemble à un simple bac de livres d'occasion. Soudain, le système s'affole et lui lance une quête intitulée « Guide ». Il doit débusquer 6 cibles dans les rayons pour empocher un bonus de magie. Comme il n'y a aucune pénalité en cas d'échec, c'est tout bénef. Jerry n'est pas d'humeur à jouer à cache-cache, jusqu'à ce qu'il lise les petites lignes et la dernière cible détient un indice sur la fin de ce monde. D'un coup, son instinct de survie prend le dessus. S'il découvre comment l'histoire se termine, il aura l'assurance vie ultime pour éviter de finir au cimetière avant l'heure. Mais comme il a jusqu'à l'obtention de son diplôme, il décide de ne pas brûler les étapes. Pour l'instant, il reste focalisé sur un moyen de s'immiscer dans les pensées d'autrui pour mener à bien sa vengeance. Il commence à éplucher les étagères à la recherche de mots-clés sur la mémoire et, en quelques secondes, il se retrouve avec une pile de bouquins qui pèse 3 fois son poids. Le pauvre manque de se démonter l'épaule en essayant de tout trimballer jusqu'à une table et, au moment où il pose le dernier livre, une ombre immense l'enveloppe. Quelqu'un lui tapote l'épaule. Jerry sursaute, persuadé qu'on vient déjà l'expulser pour le désordre. Il s'excuse platement sans même lever les yeux, mais quand il finit par relever la tête, il tombe nez à nez avec Carian. Le prince a surgi de nulle part et le gratifie de son plus beau sourire de magazine en lui demandant s'il s'est déjà mis au travail. Sachant que le prince est un poids lourd de l'académie, Jerry tente de faire bonne figure, mais son manque total de filtre ne lui fait aucun cadeau. Alors qu'il cherche une excuse bidon mais crédible, sa compétence passive, vérité fatale, s'active. Il avoue qu'il est juste là pour trouver comment harceler un prof. La honte intégrale. Jerry a envie de s'enterrer vivant sur place, tandis que Carian ne peut s'empêcher de rire devant une telle franchise. Profitant du fait que le gamin est un livre ouvert, le blond lui demande la permission de s'installer avec lui. Jerry sait pertinemment qu'avec un tel canon de beauté en face de lui, il ne pourra même pas lire un titre sans bafouiller, mais le système l'y oblige. La quête Ami de bibliothèque apparaît, la récompense est honnête, mais l'échec coûte 50 points d'intelligence. Comme Jerry n'en a que 80, s'il se loupe, il finit avec le QI d'un pot de fleurs. Il accepte donc par pur instinct de conservation. Il essaie de ranger ses affaires en 4e vitesse et sous le coup du stress, il lui sort un Votre Altesse qui le fait passer pour un parfait idiot. Carian se rapproche un peu trop, le mettant au pied du mur. Jerry se force à l'appeler par son prénom pour essayer de détendre l'atmosphère. 1 heure passe et étudier s'avère mission impossible. Le grimoire sur la lecture de mémoire est illisible et Carian attire tous les regards comme un aimant. Le gars est là, hyper concentré, avec ses longs cils et un profil qui crève l'écran. Jerry se sent épié par la moitié de la salle et tombe de fatigue. Il ne comprend pas comment le prince peut ignorer tous ces chuchotements, mais on voit qu'il a l'habitude de vivre sous les projecteurs. Jerry finit par lâcher un bâillement incontrôlable, ce qui amuse encore une fois Carian. Le prince referme son livre et lui propose d'aller discuter dehors pour éviter qu'il ne s'écroule sur ses notes. En sortant, le système valide la quête, mais l'événement continue. Suivant le scénario de la mission à la lettre, Carian laisse tomber son mouchoir de manière accidentelle. Jerry se baisse pour le ramasser et remarque que le blond a l'air pesant, presque déprimé. C'est là qu'il se rappelle la sinistre réalité du prince, sa propre famille, l'a élevé en lui administrant des doses de poison pour qu'il devienne immunisé. Une éducation exemplaire, rien de tel pour vous faire apprécier la vie que d'avoir des parents qui tentent de vous tuer à petit feu, chaque matin avant le petit déjeuner. Jerry réalise que tous ceux qui l'entourent ne sont que des vautours, attendant la moindre miette pour se faire bien voir de la royauté. Finalement, Carian le fixe intensément et lui offre le mouchoir. Avec un regard qui en dit bien plus long que n'importe quelle formule de politesse, Jerry finit par accepter le cadeau du prince Carian, juste pour qu'il arrête de le regarder avec ses yeux de chien battu. Le type lui décoche alors un sourire plus éclatant que le soleil. Ce qui confirme les craintes de Jerry marcher à ses côtés, c'est comme se balader avec une enseigne néon au-dessus de la tête. Un enfer pour quelqu'un qui veut rester discret. Une fois en cours, le professeur leur présente un objet imprégné d'un sort d'extension spatiale. C'est le déclic pour Jerry, voilà l'atout ultime pour n'importe quel joueur qui se respecte. Il se met aussitôt au boulot et, en un clin d'œil, parvient à débloquer son propre inventaire personnel. Pour tester, il y range une plume. L'interface lui confirme que tout fonctionne à merveille. Il s'imaginait déjà déambuler dans les couloirs les mains dans les poches, sans se trimballer un seul bouquin. Mais il y a toujours un revers à la médaille, le sort est une compétence passive qui pompe son endurance à chaque mouvement.
Le système lui a vendu du rêve pour finalement le laisser en plan. Certes, il ne portera plus jamais de poids, mais à ce rythme, il sera épuisé avant même d'avoir franchi la porte. Le voilà maintenant tellement pâle qu'il fait peur à voir. Il erre dans l'académie comme un figurant de film de zombies, et les autres élèves s'écartent sur son passage. Jerry prie pour ne pas s'écrouler devant ses frères, mais on sait bien que la chance n'est pas son fort. Alors qu'il tente de traîner sa carcasse jusqu'au réfectoire, il tombe nez à nez avec les élèves d'escrime. Et là, il tombe sur Ilya, rayonnant comme s'il avait été lustré avant de sortir. Remarquant l'état lamentable de Jerry, il se plante devant lui et le dévisage avec ce regard qui semble vous scanner l'âme. Jerry essaie de faire bonne figure en prétendant qu'il est juste un peu naze, mais Ilya n'est pas du genre à se laisser mener en bateau. Il lui touche le visage avec une telle assurance que Jerry en reste muet. On voit que le contact physique ne le dérange pas quand il s'agit de son ami d'enfance. Jerry espère que la terre s'ouvrira sous ses pieds avant que l'autre ne décide de le porter dans ses bras, mais il sait que son ami ne capte rien à ses fenêtres magiques. Il tente de l'arrêter avant qu'il ne donne en spectacle, mais le blond n'en a cure et lui saisit les mains avec une intensité qui fait déjà jaser tout le monde autour d'eux. Ilya est tellement concentré qu'il ne réalise même pas à quel point la situation est compromettante. Soudain, une notification surgit en Durance au maximum. On dirait bien que le prince a le toucher de Midas pour la santé des autres. Il prend congé avec un sourire digne d'une publicité et s'en va comme si de rien n'était, laissant Jerry en plein bug au milieu de la cour. Soupçonnant l'évidence, Jerry vérifie immédiatement son statut. Et bingo, le réservoir est plein. Ilya est littéralement une batterie externe sur pattes qui fait de la magie sans avoir besoin de formules ou de bouquins. Regonflé à bloc, le jeune homme décide d'aller à la bibliothèque. Faut croire qu'il ne se sent bien que s'il se tue à la tâche. Lorsqu'il rejoint ses camarades, l'ambiance est déjà électrique. Henri et l'autre gars meurent d'envie de savoir ce qu'il se passe avec le prince, car la rumeur selon laquelle il se tutoie a déjà fait le tour de l'académie. Henri, qui est un opportuniste de première, s'imagine déjà mener la grande vie simplement en étant le pote d'un proche de l'héritier. Le gars veut profiter de la célébrité d'autrui pour que ses études soient une promenade de santé et que tout lui tombe tout cuit dans la bouche. La discussion sérieuse se poursuit via le carnet magique. Ilya avoue qu'il n'a aucune idée de comment lui enseigner son truc, vu qu'il a inventé le sort sur le tas. Ses rageants l'un galère avec le système pour gagner un gramme de force, tandis que l'autre improvise des miracles comme s'il respirait. Ils conviennent de se voir tous les jours pour déjeuner, afin que le prince puisse le recharger en énergie. Pendant que Jerry se réjouit de son chargeur portable, le garçon aux taches de rousseur s'inquiète. Il sait que fréquenter la royauté est le meilleur moyen de s'attirer des ennuis que les livres ne pourront pas résoudre. Le pauvre n'a aucune idée du pétrin dans lequel son ami est en train de se fourrer. Après ça, Jerry s'est instauré une routine millimétrée. Il déjeunait d'abord avec Ilya pour recharger les batteries, puis s'enfermait à la bibliothèque avec le prince Karian. Le gamin sait y faire, mais dans une académie bourrée de jaloux, la tranquillité est toujours de courte durée. Sans crier gare, le scandale a éclaté. On raconte maintenant que Jerry mène les deux princes à la baguette et qu'il serait un fin stratège calculant déjà lequel trahir en premier. Ils ont même inventé qu'il aurait fait chanter l'héritier pour lui soutirer un mouchoir brodé. Jerry ne sait plus s'il doit en rire ou en pleurer d'un moins que rien. Il est devenu aux yeux de tous une véritable menace. Et voilà qu'on l'intimide pour un simple bout de tissu gagné à la loyale. Et son entourage n'aide en rien. Sirène le dévisageait comme s'il était un génie du crime, alors que Jerry est juste un élève croulant sous les cours. Un mois plus tard, les messes basses n'avaient pas cessé. L'ambiance dans les couloirs était devenue si pesante que Jerry a fini par s'emmurer dans le silence, laissant les autres se faire leur propre cinéma. Pour ne pas perdre la boule, il s'est plongé dans ce qu'il fait de mieux préparer ses remèdes. Il s'est mis à broyer ses herbes avec ferveur, persuadé qu'en ignorant tout ce boucan, les gens finiraient bien par se trouver une autre tête de turc. Sauf que dans un endroit pareil, le commérage est le sport national, et Jerry est au centre de toutes les fables. Ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est que le remède au stress ne se trouve pas en fiole, il a une lame et un sacré caractère de cochon. En pleine séance de concentration, un visiteur impromptu a débarqué. Un type de l'escrime, avec ce genre de sourire qui n'annonce rien de bon, s'est installé à côté de lui en sortant une dague d'un air menaçant. En un clin d'œil, Jerry a déchanté et sa sérénité s'est envolée. Sa petite session d'études allait devenir nettement plus compliquée. Raven plante le métal dans le bois et le fait crisser, un bruit à vous vriller les tympans. Jerry reste figé, en sueur, pendant que l'autre le transperce d'un regard de désaxé qui ne présage rien de bon. Il lui demande s'il le reconnaît, mais honnêtement, Jerry a mieux à faire que de retenir le visage de type aussi intense. Apparemment, le gars s'appelle Raven Anderson et ils se connaissent depuis toujours. Jerry fouille dans ses souvenirs et se rappelle que gamin, ce nom sonnait déjà comme un oiseau de mauvais augure visiblement. Le temps n'a rien arrangé. Il est devenu un adulte tout aussi toxique. Il prétend être juste passé dire bonjour à cause des rumeurs, tout en continuant de rayer la table avec son couteau, les yeux rivés sur lui. Excédé par ce petit manège, Jerry le somme d'en venir aux faits. C'est là que l'atmosphère devient électrique. Raven plante à nouveau son arme et lâche son avertissement qu'il ne s'avise surtout pas d'utiliser la famille royale pour ses caprices.
Jerry déglutit difficilement la menace à jeter un froid polaire dans toute la pièce. Ce type est un vrai danger public. Sans prévenir, Raven se lève et retrouve ce faux sourire de celui qui cache bien son jeu. Il prend congé en lui lançant que comme c'est un garçon intelligent, il a sûrement saisi le message. Et pour couronner le tout, il s'empare de l'arme de Jerry en décrétant que la lame est trop usée et qu'il va s'occuper de la jeter lui-même. Il le dépouille sous ses yeux et fait passer ça pour un service. Plus tard, Jerry retrouve Ilya. Le prince aux cheveux blancs lui lance un sort de récupération qui restaure son endurance, mais le problème n'est pas physique. Le système est formel. Le stress de Jerry a explosé. La magie peut effacer la fatigue, mais elle ne peut pas effacer l'image d'un déséquilibré qui vous menace alors que vous essayez juste d'étudier en paix. Une semaine passe sans nouvel incident, et le garçon finit par se détendre. Il se dit que Raven cherchait seulement à lui flanquer la frousse sans vraiment vouloir passer à l'acte. Pauvre Jerry, il ne sait pas encore à quel genre d'individu il a affaire. Soudain, un cri d'effroi déchire le silence des couloirs. Henry vient d'ouvrir son casier et tombe sur une vision d'horreur, un rat mort, complètement déchiqueté. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'auteur, une note répétant la même mise en garde a été laissée. Raven ne plaisantait pas du tout et l'affaire vient de prendre une tournure vraiment glauque. C'est pas possible! Raven a vraiment abusé avec son petit cadeau. Et tout comme ce grand malade plante sa dague pour marquer son territoire, plantez-moi un énorme pouce bleu sur la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez que je raconte la prochaine fois. Allez, à plus l'équipe!